Le PAM, c'est le programme alimentaire mondial qui tire la sonnette d'alarme car il aura besoin de plus de 20 millions de dollars en septembre et ce pour continuer ses activités d'assistance des populations vulnérables au Niger. Paris gagné car promesse tenue par Habsou Garba et la troupe Anachoua. Hier, ils ont tenu en haleine un public massif venu pour le vernissage des 11e et 12e albums. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'entame de cette édition, je vous apprends que nous avons sur ce plateau un invité à la personne du docteur Mahaman Maman Sani. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Sidikou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Symphamed. Le Symphamed, c'est le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, lequel syndicat projette d'observer ou bien de poser un préavis de grève de 48 heures. Il sera question de ce préavis de long à large. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que les grosses appréhensions sont pour l'assistance des populations vulnérables au Niger, car le PAM c'est le programme alimentaire mondial, est en manque de moyens financiers pour pouvoir y continuer. Le programme a besoin à cet effet de plus de 20 millions de dollars en septembre pour continuer ses activités d'assistance à ces populations vulnérables. Plus de détails avec Adam Soumana. C'était au cours d'une réunion d'urgence tenue le jeudi 28 juillet 2016 entre le gouvernement nigérien, les représentants des partenaires techniques et financiers et les organismes humanitaires que le Premier ministre par intérim Mohamed Bazoum a tiré la sonnette d'alarme. Le programme alimentaire mondial PAM représentation du Niger fait face à des difficultés de financement qui plombent son fonctionnement et menacent gravement la poursuite de ses activités. Une situation qui a amené le PAM à revoir son programme d'assistance au Niger. Le PAM mène différents programmes au Niger et nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des fonds pour nos programmes. Donc j'en ai parlé à plusieurs reprises aux membres du gouvernement avec qui nous travaillons et le gouvernement a suggéré d'organiser une réunion avec ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, donc principalement les donneurs, pour les sensibiliser, pour voir s'ils pouvaient faire un effort supplémentaire pour supporter les programmes du PAM. Donc en fait nous avons différents programmes ici et nous avons déjà dû réduire les rations par manque de fonds. Donc par exemple des programmes de nutrition dans les centres de santé et là nous donnons des demi-rations et à partir du mois de septembre nous n'avons plus de fonds pour continuer. Des cantines scolaires dans 1200 écoles à travers le pays et là aussi nous avons dû commencer à réduire les rations et pour la reprise de l'année scolaire 2016-2017 nous n'avons pas de fonds et aussi pas mal de programmes de récupération de terres et de redistribution de terres aux très pauvres et là aussi il nous manque des fonds. Donc également les réfugiés maliens, la région d'Ifa étant un peu mieux supportée parce que les urgences ont toujours plus d'impact au niveau des donateurs. Mais sur le terrain, les défis sont énormes. Selon le dernier bulletin de OCHA, en fin juin, environ 67 150 personnes ont besoin de l'eau potable. Plusieurs autres sont dans une situation de vulnérabilité, dont les femmes et les enfants. On a plusieurs millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire chaque année et là on est en pleine période de soudure, c'est-à-dire la période la plus difficile pendant l'année et donc si on arrête par exemple les programmes de nutrition, de traiter les enfants mal nourris, modérés comme on le fait dans les centres de santé, mais ça a un impact très important, ça peut nous conduire à une crise nutritionnelle grave au Niger si on arrête ces programmes-là. Les autres programmes également, mais celui-ci, c'est vraiment la chose la plus importante maintenant, parce qu'on est en pleine période de soudure, là où les pics de malnutrition sont déjà les plus élevés, et si on ne peut pas traiter les enfants, on va vraiment à la catastrophe. Si les partenaires ne réagissent pas à temps, la situation humanitaire, notamment dans la région de Difa, risquerait de se dégrader pour faute de non-assistance. Au Niger, quelques 966 000 personnes ont reçu l'assistance humanitaire depuis janvier 2016.
Vivement que les réactions soient promptes quant à l'assistance de ces couches vulnérables dans notre pays. Je vous l'annoncer à l'entame de cette édition, nous avons un invité du journal à la personne du Dr Mohamed Mamansani. Il est le secrétaire général du Saint-Famed. Docteur, rebonsoir. Préavis de grève de 48 heures pour les jeudis 4 et vendredi 5 août de votre syndicat. Concrètement, pourquoi un tel préavis ou bien est-ce ce énième préavis de votre syndicat? Merci bien Sidikou. En fait, comme vous l'avez dit, nous, le syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, le Saint-Famed, vient de déposer un préavis de grève de 48 heures pour le jeudi et le vendredi prochain. En fait, cette grève nous est motivée surtout pour exiger, et je dis bien la correction des irrégularités qui figurent dans le deux arrêtés, n'est-ce pas, qui révoquaient 37 médecins. Je dis bien correction parce qu'il faut bien le préciser, nous ne demandons pas l'annulation ou nous ne sommes pas contre effectivement les licenciements de médecins qui ont été recrutés et qui ont refusé de regagner leur poste d'affectation, mais nous avons constaté effectivement dans ces licenciements il y a des irrégularités, dont notamment quand on prend le premier arrêté, parce qu'il faut que l'opinion retienne qu'il y a eu deux arrêtés. Le premier, effectivement, c'est un arrêté qui date de 8 mai 2016 qui licenciait à son temps 19 médecins. Et un deuxième est sorti le 9 juillet 2016, lui il licencie 18 médecins. Alors dans ces deux arrêtés, nous avons effectivement décelé des irrégularités. Parce qu'effectivement, vous avez suivi la dernière fois, le ministère de la Santé publique, n'est-ce pas, a fait un point de presse où il a expliqué effectivement le processus. En fait, c'est vrai, il y a certaines choses qui ont été dites, mais d'autres n'ont pas été dites. C'est vrai, c'est des camarades pour certains, hein. Je ne dis pas tous les 37. Pour certains, c'est des gens qui sont en formation de spécialisation postdoctorale. Alors, vous comprenez, dans ces pays, le recrutement s'est fait dans un rythme de 5 ans. Les derniers recrutements, tout le monde connaît, a eu lieu en 2011. L'avant-dernier recrutement a eu lieu en 2006. Alors, après le dernier recrutement de 2011, certains qui avaient juste soutenu en 2011 avaient jugé utile d'entamer la formation postdoctorale, je voulais dire la spécialisation, et c'est élevé de tout médecin de se spécialiser. Alors, ils n'ont pas la chance d'être recrutés à la fonction publique. C'est vrai, en 2011, tous les médecins qui étaient effectivement en chômage ont été recrutés. Ils ont commencé leur formation. Maintenant, après, pour certains, ils sont à leur dernière année, ils ont été recrutés en 2015, l'année passée. Maintenant, après le recrutement, ces gens, effectivement, ont cherché, n'est-ce pas, la diligence des autorités pour pouvoir finir leur formation. Parce que pour certains qui ont été recrutés, ils sont à leur dernière année. Je dis 5e année pour une formation de 5 ans, pour d'autres 4e année pour une formation de 4 ans ou 5 ans. Ils sont venus, ils ont cherché la diligence des autorités pour qu'ils finissent leur formation et aller servir la population en tant que médecin spécialiste. Et ça, je rappelle à la population que ce n'est pas la première fois. Le recrutement de 2011, tous les médecins qui étaient en spécialisation ont, n'est-ce pas, eu l'autorisation de finir leur formation. Idem pour 2006. Donc, ça constitue une jurisprudence en ce sens. Oui, docteur, justement, concrètement, de quoi reboulent ces irrégularités-là? Alors, les irrégularités, c'est quoi? Si vous vous souvenez, je suis en train d'expliquer. Après qu'ils sont revenus, parce qu'après leur recrutement, ils ont été affectés en octobre 2015. Ils ont tous pris service en novembre. J'ai les prises de service qui sont là. Après les prises de service, ils sont revenus faire un plaidoyer. Je dis bien un plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, de cette diligence afin qu'ils continuent leur formation. Et non pas, en fait, il y avait eu de multiples rencontres avec le ministre d'antan, j'ai nommé Manu Agali. Lui, il a compris la situation très sincèrement, parce qu'il a compris la nécessité que ces médecins finissent leur formation. Alors, jusqu'à ce qu'il quitte le ministère, on n'a pas eu véritablement une solution. Alors, à son départ, à l'arrivée de ce nouveau ministre, il a été saisi de la question. Alors, il dit, les gens doivent regagner leur poste d'affectation. Il a fait un communiqué, radio-télévisé officiel. Voilà le communiqué qui est là. Et le communiqué, effectivement, on a donné un délai jusqu'au 5 mai 2016 pour que les uns et les autres regagnent leur poste d'affectation au plus tard. Voilà, c'est le communiqué, c'est la signature du ministère de la Santé. Alors, ces camarades, ils ont appris le communiqué, ils ont abandonné leur formation, ils ont regagné leur poste d'affectation dans les délais fixés par le ministère de la Santé. Alors, on apprend, parce que le communiqué donne un délai au plus tard le 5 mai. Et le communiqué a été fait le 28 avril 2016. Alors, le premier arrêté qui licencie les 19 camarades, on retrouve dans cet arrêté les camarades qui ont regagné leur poste dans les délais fixés par lui-même le ministère. Voilà une des irrégularités que nous avons décelées. C'est pourquoi vous criez injustice. Il y a une injustice parce que c'est la loi qui le dit, M. Sidikou. Si vous vous rappelez la dernière fois, à la sortie du ministère de la Santé, parce que cette question, Manu Agali, il a
fait diligenter une enquête administrative où l'inspecteur général du service a fait cas de ça. Et si vous vous rappelez, il a rappelé un certain nombre d'articles, n'est-ce pas, de la loi portant statut général de la fonction publique et du décret portant modalité d'application de cette loi. Il a rappelé par rapport au décret 2 articles, l'article 266 et l'article 269. Maintenant, par rapport à l'article 266 qui parle de licenciement pour refus de rejoindre le premier poste d'affectation, il dit on licencie quelqu'un pour refus de rejoindre le premier poste d'affectation après une mise en demeure. Et nous considérons que ce communiqué constitue la mise en demeure. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Alors ces mouvements, nous les faisons pour effectivement contraindre le ministre de la Santé à respecter la loi. C'est la loi qui dit qu'il faut faire une mise en demeure. On a fait la mise en demeure, les gens ont obéi, ils ont abandonné leur formation, ils sont à leur poste, ils ont regagné leur poste dès le délai. Voilà leur prise de service. On a toutes les prises de service. Je ne dis pas tous les 19, parce qu'il y a 19 camarades. Certains parmi eux, exactement. Mais nous ne défendons pas ceux qui n'ont pas regagné leur poste, mais au moins ceux qui ont répondu, ont communiqué dans le délai, ils ne devaient pas être licenciés. Voilà en fait, par rapport au premier arrêté, l'irrégularité ou du moins les irrégularités que nous avons décelées. Et c'est ça, nous demandons la correction, contrairement à certaines opinions, effectivement, qui sont divulguées par certains, n'est-ce pas, expressément pour intoxiquer les uns et les autres, dire que le Saint-Famed est en train de défendre les médecins qui ont été recrutés, qui refusent de regagner leur poste d'affectation et qui continuent effectivement de toucher le salaire de l'État. Merci, docteur Mamana Sani. Restez avec nous, nous allons en venir. Volet reportage de cette édition avec ce zoom sur ceux qui restent encore de quelques gares de la ville de Niamey, communément appelée Tessam ou Tacha. Ces dernières sont loin de connaître en ce moment une ruée des clients. Et pour cause, entre autres facteurs, cette concurrence déloyale des gares clandestines sur tout le long des routes, mais aussi la prolifération de ces compagnies de transport dans la même capitale. Le reportage est signé par nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. La morosité du marché est aujourd'hui pesante pour cette gare centrale de la ville de Niamey qui disposait naguère de plusieurs lignes fonctionnelles nationales comme internationales. Quand on quitte en Côte d'Ivoire comme ça pour venir ici, on peut faire un mois, 20 jours, bon, ça ne marche pas. Avant, ça marchait. Quand on vient comme ça, on peut faire 2 jours, 3 jours, on sort. Maintenant, là, une semaine, 2 semaines, bon, on ne sort pas. Ça ne va pas du tout. Abidjan, il est là, il est fait. C'est mon car même qui est garé comme ça. Abidjan, ça marche, on charge pour venir, mais c'est ici qui retarde les gens. C'est sérieusement. Nous allons à Maradi, Filengue, Tawa, Bouza jusqu'à Agadez. Notre premier problème, c'est le manque de passagers et c'est dû au fait qu'il y a d'autres conducteurs qui ne payent pas les frais de timbre, qui les prennent dans la clandestinité. Au niveau des syndicats de ces conducteurs, la lutte a déjà duré, mais sans grand succès. Et transport au bout. À bout. On condamne les gars du transport. Tout est mort aujourd'hui. Il n'y a que des véhicules en provenance d'autres pays qui viennent faire escale ici. Cela est dû au fait que nos concitoyens passagers ne viennent plus à nous et l'anarchie qui règne avec les gares clandestines qui se créent ça et là à notre détriment. Aujourd'hui, nous avons ici plus de 100 véhicules qui ne fonctionnent plus à cause de cette situation. Cette paralysie au niveau des gares classiques n'est pas visible uniquement à Wadata, mais aussi au niveau des autres gares périphériques de la ville. Les concernés ne savent plus à quel sein se vouer. Nous ne comprenons plus rien vraiment. Regardez par exemple cette voiture. Elle est là garée depuis plus de 3 heures de temps. Mais on n'a pu lui trouver que 2 passagers. Et même quand nous disons 3 000 francs pour un trajet, les agences de transport le font à 2 500 francs. Voyez le prix de l'essence et parfois on ne décolle qu'avec 7 clients.
Par exemple, si une agence peut amener des passagers même à Terra, à côté, nous, comment nous allons faire? Sachez que nos voitures passent pratiquement une semaine sans bouger, alors que l'État gagne avec nous environ 150 000 francs CFA chaque 3 mois. Selon des responsables administratifs de ces gares joints hors micro, la principale cause de ce dysfonctionnement serait due à la prolifération des nouvelles compagnies de voyage qui semblent offrir aux passagers plus de confort et de sécurité. Une rude concurrence face à laquelle un remède de l'État paraît difficile dans un système de libéralisme économique. Je vous l'annonçais dans les titres que le Palais des Sports de Niamey a servi hier de cadre au vernissage des 11e et 12e albums du groupe artistique Anachois de Hamsou Garba. Mélomanes, fans et plusieurs invités ont constitué ce public venu nombreux pour avoir effectué le déplacement. C'était effectivement en présence de nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Nasser Dantofo, dont voici leur compte rendu. À faire le déplacement, les fans de la diva Hamsou Garba du groupe artistique et culturel Anachois à l'affiche le vernissage du 11e et 12e album, à savoir Le Niger E1 et Indivisible et Zaroumé, un album uniquement dédié aux forces de défense et de sécurité. L'occasion a été saisie par le groupe pour remercier ces fans qui ont fait le déplacement. Tous les gens qui se sont déplacés pour venir, pour me soutenir, je les remercie. Je remercie et toutes les radios et toutes les télés de la ville de Niamey qui ont tout fait pour moi. Je les remercie. Je remercie tous les DG des radios privées et radios mères. Je les remercie. Ils ont tout fait pour moi. Les gens sont venus massivement et je remercie Dieu. Vraiment, ça me va droit au cœur. Les gens ont fait de leur mieux. Donc je les remercie infiniment. Toujours égale à elle-même, la diva a si égayé son public de par ses thèmes développés. Nous sommes très contents de ce vernissage-là, vraiment, qui marque encore une fois du tout vraiment le développement de la culture nigérienne. Parce que ce que la troupe Anachois vient de nous montrer est exceptionnel et que vraiment nous avons constaté que presque toute la population nigérienne a répondu à son appel. Et si vraiment tous les artistes comme Hamsou Garba essayent de faire aussi autant de vernissages, autant d'albums, c'est un plaisir pour la culture nigérienne. Et certainement aujourd'hui, comme vous venez de le constater, les messages de ces chansons ont été vraiment exceptionnels, ont été clés. Et c'est des messages très importants pour la paix, pour la stabilité, pour l'intérêt de la population. Et nous disons que vraiment Hamsou Garba aime le Niger. Elle a chanté bien pour le Niger, elle a chanté pour les forces de l'ordre, elle a chanté pour la population, ce que nous trouvons très exceptionnel. En tout cas, c'est bien ce que nous avons suivi aujourd'hui. Et vous voyez comment le public est en train d'applaudir. Hamsou Garba, c'est une grande cantatrice nigérienne qui travaille même pour le Niger parce qu'il a fait sortir le nom du Niger. Ses chansons nous appellent à faire la paix. Du tout, c'est un message, il est tout comme ça, une messagère, je peux dire, qui transmet le message pour la nation. Donc vraiment, je l'admire beaucoup. Plusieurs artistes étaient également de la partie pour soutenir le groupe Anachois pour ses 11e et 12e albums après 7 ans de carrière musicale. Page internationale de cette édition et cap sur la Tunisie où l'on s'y attendait car le Parlement a retiré toute sa confiance au gouvernement. En effet, le Premier ministre Habib Essid, qui était sous pression depuis 2 mois, le président Essebsi avait pourtant souhaité voir un cabinet d'union nationale à diriger le pays. En ce moment, quelles peuvent en être les conséquences politiques dans ce pays déjà en crise économique et sécuritaire? On fait le point avec Grégory Fontana. C'est à une écrasante majorité que les députés ont dit stop au gouvernement Essid. Il fallait un minimum de 109 voix au Premier ministre pour être maintenu dans ses fonctions. Il n'en a eu que 3. Habib Essid, poussé vers la sortie, et pourtant, à l'issue d'un discours prononcé quelques minutes avant le vote final, les élus se lèvent pour l'applaudir, l'ovationner. Après 18 mois passés à la tête du gouvernement, ce technocrate de 67 ans refusait de démissionner et voulait se confronter aux élus conformément à la Constitution, sans se faire d'illusions sur l'issue du scrutin. Si beaucoup de députés reconnaissent en lui un homme intègre, il lui est reproché de ne pas être parvenu à sortir la Tunisie de la crise sociale et économique.
L'ère qui représentait était finie. On avait besoin pour aborder les véritables problèmes et surtout pour pouvoir faire face aux réalités de notre pays et les dire avec sincérité à notre peuple, d'avoir un gouvernement avec un soutien politique plus large, donc un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, le président a 10 jours pour entamer ses consultations, sachant qu'aucun nom ne semble se détacher pour le moment. Le pays, de nouveau plongé dans une période d'incertitude politique. La situation du pays va s'aggraver encore davantage parce qu'il faut s'attendre d'ici 2 mois pour qu'il y ait un nouveau gouvernement. Entre-temps, c'est le pays, l'économie, les affaires du peuple qui sont laissées pour compte. Le départ d'Habib Essid est aussi l'épilogue d'un bras de fer avec le président tunisien qui lançait l'idée il y a 2 mois d'un gouvernement d'union nationale, plaidant en faveur d'une action beaucoup plus offensive de l'exécutif, une sorte d'appel à la démission. Puisque nous sommes en Tunisie, restons-y avec ce nouveau soubresaut politique dans ce pays encore bien fragile. 6 ans après la révolution de Jasmine, une désillusion pour de nombreux citoyens qui fait les affaires d'une émission de télévision satirique. Suivez plutôt. Les images sont largement reprises par la télévision syrienne depuis plusieurs jours. Samedi, l'armée russe a annoncé que 169 civils auraient déjà été évacués d'Alep via 3 couloirs humanitaires. 4 autres corridors devraient être mis en place. Des combattants. Parmi les joueurs du FC Stuttgart-Cannstatt, un certain nombre sont d'origine turque. Une quinzaine vient de quitter le club. Des menaces de mort à leur encontre ayant été envoyées à la présidence du club. Nous boirons... C'était là plutôt un élément de la Turquie, laquelle Turquie s'invite en Europe, plus précisément en Allemagne, où sont poursuivis les pro ou anti de Recep Tayyip Erdogan. Revenons sur le plateau avec Dr Mamansani. Docteur, parmi ces irrégularités, on a vu parmi ceux qui sont licenciés, il y a ceux qui pourtant étaient dans les télés à avoir répondu illico presto au communiqué radio-télévisant, les sommant de regagner leur poste. Comment expliqueriez-vous leur licenciement ou bien quelque part leur supérieur hiérarchique en ont fait un mauvais rapport sur ces gens-ci ou bien quelque part aussi ce sont des gars qui gênent? Voilà, en fait ça c'est l'explication qu'on n'arrive pas en tout cas à trouver par rapport à ça, parce que nous avons demandé la dernière fois et de tout le temps nous demandons les rapports de la hiérarchie, parce que ces camarades ils sont sur place lorsqu'ils ont été révoqués et ces places, les supérieurs hiérarchiques, ils ont des reprises de services qu'ils ont fait dans les délais, donc au plus tard le 5 mai, et nous avons compris qu'effectivement ce n'est pas sur une base, parce que jusqu'à preuve de contrôle le ministère de la Santé n'a pas prouvé, n'a pas donné les rapports hiérarchiques diligentés, en fait fournis par le supérieur hiérarchique de ses camarades. Et jusqu'à présent, nous attendons ces rapports. Parce que nous, effectivement, les papiers que nous avons, les reprises de services, sont les reprises de services effectivement faites par le supérieur hiérarchique direct de ses camarades. Et c'est ces papiers qui doivent, en principe, le ministère de la fonction publique ne devait pas prendre un acte juste sur la base d'un écrit du ministère de la Santé. Donc il a mis la charrue devant les bœufs. C'est en fait ça le souci, parce que si vous voyez, voilà l'arrêté, il a été pris en fait, c'est sur la base d'une saisine du ministère de la Santé publique le 27 avril et pourtant le communiqué a été fait le 28 avril. Là déjà c'est un premier biais qui est là. Alors nous avons demandé, si vous avez bien suivi la dernière fois, n'est-ce pas, le communiqué, en fait la recommandation de l'inspecteur général des services lorsqu'ils étaient apparus sur le média, en fait ils avaient expliqué qu'il a fait des recommandations et en principe les recommandations sont faites pour être mises en application. On doit les appliquer. Il a déposé le rapport en décembre 2015. Il a fallu le 28 avril et juste après le communiqué les camarades ont regagné leur poste. Donc ça c'est déjà un biais qui est là de manière administrative parce qu'il n'y a pas eu communiqué. On n'a pas le rapport de la hiérarchie parce que la hiérarchie était surprise effectivement du licenciement de ses camarades. Pour certains ils étaient en plein travail. J'avoue qu'il y a un camarade qui était dans le bloc lorsqu'on lui a annoncé qu'il était licencié. Voyez-vous ce genre de choses. Donc les gens sont revenus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors c'est le ministère de la Santé parce que jusqu'à présent on n'a pas ces rapports. Donc c'est pour ça on dit ces camarades qui ont été effectivement licenciés, pourtant ils sont à leur poste dans les délais fixés par le ministère de la Santé. C'est ça nous demandons à ce qu'effectivement ils soient réhabilités. Réparation de tort. C'est en fait ça, nous considérons que c'est un tort effectivement qui a été posé. Maintenant ça c'est pour ce qui est de la première irrégularité. Maintenant pour la deuxième irrégularité, parce que j'ai parlé de deux arrêtés. Maintenant le deuxième arrêté, c'est celui du 9 juillet 2016. Lui, dans cet arrêté, c'est même pire. Parce que dans cet arrêté, il licencie 18 camarades. C'est vrai, et tous parmi eux, il y a 3 sont dans la même situation que ceux qui sont dans les premiers arrêtés parce que c'est des gens qui sont en formation, mais ils ont regagné leur poste dès le délai, effectivement, c'est-à-dire au plus tard le 5 mai. Mais il y a d'autres, et ils sont à leur poste. C'est du coup, ils n'ont jamais quitté leur poste. C'est des gens qui ont été
affectés en octobre. Voilà, ça c'est leur prise de service. Voilà, ça c'est une prise de service d'un camarade. Il a pris service effectivement le 26 octobre 2015. Il n'a jamais quitté. Et il y a son nom sur la liste de licenciement. On s'était posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on connaît ses camarades. On connaît beaucoup, pratiquement tout le monde connaît tout le monde. On s'était dit, mais lui, là, comment il se retrouve dans cette affaire-là? On l'appelle, il dit, voilà, il ne sait pas. Il a appelé son directeur. Parce qu'il est dans un CHR. Son supérieur hiérarchique. Il a appelé, il dit, lui, il n'a pas envoyé son nom. Et sur place, le supérieur a fait un certificat d'assiduité. Donc voici. Et voilà ce qu'il dit. Voilà, il dit, le monsieur, il a pris service effectivement le 22 octobre. Et durant son séjour et jusqu'à cette date, l'intéressé a fait preuve d'assiduité, de disponibilité au travail, de respect de ses supérieurs hiérarchiques, de bonne collaboration et d'intégrité avec l'équipe de sa structure. Et ce monsieur a été licencié. S'il vous plaît. Si on veut, on est d'accord. Et toujours nous l'avons dit, le Saint-Famed est prêt à soutenir le ministère de la Santé pour pouvoir effectivement assainir, si assainissement il y en a, par rapport, on est d'accord, il y a des gens qui ne font pas bien leur travail, mais toujours nous, c'est ce que nous disons. Celui qui fait bien son travail, on l'encourage. Celui qui ne le fait pas, on prend des sanctions, même s'il faut les licencier, il n'y a aucun souci. Donc quelque part, vous n'êtes pas en train de vouloir défendre l'indéfendable? On ne peut pas défendre l'indéfendable. Ça, en tout cas, même le ministère laissait les Saint-Famed, sa position est toujours claire, mais on ne pouvait pas gober, on ne pouvait pas admettre quelque chose qui est mal fait. Parce que nous avons considéré que ce licenciement est mal fait, et juste ce que nous demandons, on revient, on corrige. On n'a pas demandé. Celui qui n'a pas regagné son poste dans le délai jusqu'au 5 mai là, on est d'accord à ce qu'on les licencie, le communiqué, on l'accepte comme tel. Mais celui qui a regagné son poste, il n'y a aucun problème. On corrige parce que c'est ça en fait. S'il faut faire bien les choses, il faut bien les faire. Mais même s'il faut faire du mal, parce qu'on considère licencier quelqu'un, révoquer quelqu'un, c'est un mal. Mais même le mal, il faut bien les faire. Nous, c'est ce qu'on demande. Docteur Mamassani, revenons-en à ce préavis de grève de 48 heures pour les jeudis 4 et vendredi 5 août prochain. Concrètement, est-ce que selon vous, la part ne se doit pas d'être divisée en deux entre vous, Saint-Famed, et le ministère de la Santé publique en faisant de part et d'autre des concessions? Car dans tout ça, est-ce que les patients, il est clair que c'est eux qui vont en payer un lourd tribut? Quelles sont les dispositions prises pour qu'au moins ça soit amoindri leur souffrance quand on sait que les travers ou bien les supplices qu'ils subissent dans les centres de formation sanitaire? Est-ce que ce préavis ne viendrait pas les pénaliser davantage? C'est vrai, c'est du coup, nous savons quand on part en grève, dans un secteur si sensible comme celui de la santé, c'est la population qui en pâtit. Mais malheureusement, cette grève, je suis désolé de le dire, c'est une grève qui nous a été imposée par le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que, je dis bien, le premier arrêté, il a été signé le 8 mai. Je dis bien le 8 mai. Mais est-ce que depuis la sortie de cet arrêté, vous avez entendu une fois les Saint-Famed tenter même de partir en grève? Nous avons effectivement fait cas officiellement sur les ondes de ça. Mais nous avons privilégié le dialogue. Nous sommes en dialogue, je ne vous pas avec le ministère de la Santé. Parce que depuis que cette affaire, officiellement, on s'est rencontré une seule fois avec le ministère de la Santé. Il était catégorique, c'est sa position. Mais il y a certains membres du gouvernement, certains responsables, effectivement, qui ont compris la pertinence, qui ont bien cerné ce que nous sommes en train, effectivement, de revendiquer. Ils nous ont appelés. On était en train de discuter, cherchant à régler le problème, le premier arrêté. Alors, on apprend de manière subite, n'est-ce pas, comme un tonnerre, c'est un ciel serein, la sortie de ces deuxièmes arrêtés. Alors on s'était dit, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent? C'est pour ça, effectivement, c'est eux qui nous poussent. La population doit nous comprendre. Sincèrement, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous partons en grève, mais c'est parce que c'est nos camarades qui ont été révoqués de manière injuste. Et juste nous demandons, est-ce que si aujourd'hui, voilà ce que nous demandons, je pense que ça, tu n'as pas besoin de faire une administration poussée pour remarquer, pour considérer, pour effectivement voir ces irrégularités. On le corrige dès demain, nous allons lever notre mot d'ordre et effectivement les soins seront fournis à toute la population. Mais si tel est que effectivement les gens vont rester dans leur mythisme, dans leur refus de discuter et de voir les choses claires, parce que nous n'avons rien inventé. Nous ne demandons pas, mais ils utilisent effectivement leur hiérarchie. Voilà, c'est des choses qui sont claires. Les camarades ont répondu. Quelqu'un qui a quitté, ils sont en formation. J'avoue, il y a des gens qui sont à quelques mois près de finir leur formation. 5 ans post-doctoral. Mais ils ont abandonné pour regagner leur poste d'affectation. Mais avec tout ça, comme si nous ne sommes pas au Niger, un pays qui est dit dernier de la planète. Comme si nous sommes dans un pays où au moins chaque famille a un médecin. Mais bon sang. Ces pays, comme si les gens ne sont pas pour le développement de ces pays. Nous ne nous demandons pas. On est d'accord. Même si les gens n'ont pas besoin de ce médecin, mais au moins ceux qui sont dans les normes, ceux qui sont dans la règle, effectivement, on les réhabilite, tout ce que nous demandons. Donc la population doit nous comprendre et nous excuser de passage, parce que cette grève nous a été imposée et par rapport à ça, en tout cas, nous rendons le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui va arriver. Docteur Mamassani, pour en finir, on comprend que vous en ayez gros sur le cœur. Primo, vous restez disposé au dialogue. Et pour finir, quel serait, s'il y a un appel, cet appel à l'endroit
l'endroit aussi bien de vos nombreux militants? En fait, à l'endroit de nos militants, c'est de rester serein et mobilisés. Mais surtout, l'appel que je dois lancer, c'est à l'endroit de toute la population et surtout des autorités. Les autorités doivent comprendre que nous sommes au Niger, je l'avais dit. Le Niger a besoin, la population nigérienne a besoin effectivement à ce qu'on l'assiste à ce que sa santé soit améliorée. Ce n'est pas en licenciant des médecins et des surcroît de manière invisible. Dans un pays comme le Niger, même si la personne est fautive, je pense, à mon humble avis, on doit effectivement lui accorder une concession. Mais je pense que je me rappelle effectivement, lorsque nous nous sommes rencontrés avec le ministre de la Santé sur cette question, il a dit une phrase que je retiens jusqu'à aujourd'hui. Mais les dires et les faits sont différents, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit l'important, ce n'est pas effectivement de révoquer, ce n'est pas de sanctionner, mais c'est d'amener les gens à regagner leur poste. Et logiquement, ça doit être comme ça. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont été recrutés, qui ont croisé les bras et qui sont restés à la maison. Non, ils sont en train d'étudier. Et même s'ils vont finir la formation, de toutes les façons, c'est le pays qui va bénéficier. Maintenant, après-demain, on va inaugurer un centre de référence. C'est toujours des coopérants, des expatriés qui vont venir tenir un centre de référence. Vous connaissez, vous êtes journaliste, peut-être mieux que moi, le besoin qu'a ces pays en médecins spécialistes. Mais si on va décourager, parce qu'il s'agit de découragement, je parle du rythme de recrutement dans ces pays. C'est chaque 5 ans. Les gens se veulent que si tu finis ta formation de médecin généraliste, tu croises les bras, tu attends 5 autres années pour que tu sois recruté. À cela ne tienne. Même si les gens pensent qu'il ne faut pas recruter quelqu'un qui est en formation, mais quelqu'un qui a émis le vœu d'abandonner une formation et qui est parti à son poste, moi je ne vois pas la raison effectivement de le faire révoquer pour des raisons dont on ne comprend pas. On est d'accord que les gens s'y reviennent, on discute, on est conscient de cela, mais au moins ceux qui sont effectivement dans le nord, ils doivent évidemment être réhabilités et les choses continuent comme il faut. Que les choses continuent comme il faut. Les propos sont ceux du secrétaire général du SENFAMED, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, Dr Mohamed Mamansani, quant à leur préavis de grève. Préavis que projette de faire ce syndicat à partir de jeudi et vendredi prochain. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que se referme cette édition. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Aussi, bon début de semaine. Au revoir.